Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle borne. Alors, elle n'est pas si nouvelle, hein, elle est déjà connue dans le commerce, mais elle fait partie des bornes qui sont quand même assez rares à faire du routage solaire, mais aussi du délestage. Et vous allez voir, là, c'est vraiment quelque chose qui est pas mal, avec pas mal de configurations possibles. Elle est vraiment très ouverte, on va pouvoir l'intégrer dans Home Assistant, etc., faire plein de réglages. Donc, elle est vraiment top. Donc, je remercie V2C de m'avoir envoyé cette borne. C'est la Trident et on voit ça tout de suite ensemble. C'est parti. Alors petit rappel avant de commencer la vidéo, bien évidemment, on va passer à l'unboxing, etc., à l'installation. Moi, je vais installer la borne moi-même parce que j'avais déjà une borne existante. Donc au niveau, je dirais, des sécurités, au niveau des normes à respecter, normalement, vous devez obligatoirement installer ce genre de borne électrique par un installateur certifié IRVE. Donc bon, voilà. Pour les besoins de la vidéo, je le fais moi-même. Je sais ce que je fais. Voilà, j'ai pris mes précautions, etc. C'est pas la première borne électrique que je monte chez moi. Donc là, j'en remplace une par celle-ci. Donc voilà, il n'y a rien de compliqué, j'ai juste déplacé un petit peu le câblage pour pouvoir la mettre à un autre endroit, parce que c'est vrai que j'avais mis tout ça au fond de mon garage, et j'étais un petit peu court pour pouvoir recharger la Fiat 500 qui est derrière moi, parce que le port de charge est de l'autre côté, contrairement à la Tesla, et donc le câble était trop court. Donc là, je la déplace, je la mets au centre, je vous montre un petit peu comment j'ai fait mon installation. Alors bon, rien de compliqué, hein. Quelques trous, quelques vis à fixer, voilà, du câblage, bref. Là, on va passer à l'unboxing. Je vais vous montrer un petit peu comment elle se comporte, enfin comment elle est voilà, physiquement, ce qu'on a dans le packaging et les options possibles. Alors voilà comment ça arrive hein, dans une boîte noire avec le simple logo V2C. Donc on ouvre cette boîte. Hop, et voilà, on a ici la borne. Donc on aura un petit affichage ici qui va nous donner quelques informations bien pratiques. Le logo ici V2C, on verra qui s'illumine. Et chose qui est intéressante sur cette borne, c'est que vous avez également ici des petits boutons. On verra à quoi exactement ça sert. Et de l'autre côté, on a hop, le support pour pouvoir ranger le T2, puisque c'est une borne avec un câble attaché. Alors, c'est pas obligatoire. Là, c'est sur un câble de 5 mètres, mais vous pouvez aussi choisir 10 mètres. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on a un verrouillage ici par clé pour justement éviter que l'on l'ouvre. Donc voilà l'intérieur. Alors l'intérieur, donc vous avez vu, hein, ça se verrouille par clé, donc ça c'est cool. Ici vous avez la petite carte électronique hein, qui va gérer l'affichage en façade du panneau. Un petit port RJ45 qui va servir, vous allez voir, je vous le montre après, pour brancher un petit module justement qui va gérer le délestage. Et ici on peut voir un rail pour pouvoir brancher par exemple, fixer des disjoncteurs, etc., des différentiels. Parce que oui, cette borne, elle est bien, ils ont prévu un emplacement dédié pour pouvoir mettre tout le système de sécurité. Donc ça c'est pas mal, on n'est pas obligé de mettre un coffret à part si votre tableau électrique il est plein. J'aurais aimé avoir ça sur ma première borne parce que ça aurait été très pratique, j'aurais pas été obligé d'acheter un coffret. Vous avez juste à après tirer le fil, hein, on va dire des protections qui sont ici, jusqu'à votre arrivée principale de votre maison. Donc c'est très pratique. Bon là c'est pas fourni parce que j'en ai pas besoin. Moi je les ai déjà dans un coffret à part, donc je vais juste ouvrir ici avec une perceuse pour passer mes fils et me raccorder directement ici. Donc on a les connectiques déjà prévus pour, donc c'est des clips, donc c'est bien, ça va être très facile à installer. Phase, nœud, terre, rien de plus simple. On va regarder ce qu'on a d'autre dans la boîte. Donc on a évidemment le câble, et chose toute nouvelle que j'avais déjà présentée au salon Energaia, regardez, c'est une prise type 2S avec les sécurités. Vous voyez les obturateurs ici et ici, ce qui fait qu'on peut pas, on peut pas s'électrocuter, hein, on peut pas mettre nos doigts dedans. Il faut que ça vienne pousser sur les 4 coins, je dirais de chaque pôle. Vous voyez 4 petits tétines, et si on appuie dessus, ça s'ouvre. Donc en fait, c'est voilà les nouvelles, je dirais, ça va être les futures prises T2 vont quasiment être toutes comme ça maintenant. Comme ça permet d'avoir un câble attaché à votre borne, puisqu'il y a un obturateur mécanique. Et donc du coup, elle est certifiée, j'ai envie de dire NFC 1500 hein, pour nous, nos normes européennes. Donc c'est vraiment cool. Il n'y a plus cette histoire de borne où on n'a pas le droit d'avoir un câble attaché chez soi. Là, avec ça, pas de problème. Ensuite, on va retrouver tout le système de fixation, la visserie qui est ici, voilà.
Donc, avec des petits caches pour justement la rendre étanche, parce qu'elle peut être mise à l'extérieur, hein, il n'y a pas de problème. Il y a un joint également d'étanchéité tout autour du capot, hein, au niveau de l'ouverture, donc il n'y a pas de risque d'infiltration d'eau. Il vous donne la petite tressée toupe pour passer votre câble, voilà. Et ensuite il vous donne, alors moi ici il m'avait mis un Shelly EM pour faire justement le délestage et le routage solaire, mais il donne également la pince ampère-métrique qui est avec. Voilà, ici, je vous montre ça. Donc voilà, donc ça c'est la pince ampère-métrique pour leur petit boîtier noir. Voilà ici. Donc je crois que ce boîtier c'est uniquement pour faire du délestage, mais il faut que je vérifie ça après dans la documentation. Alors V2C c'est une marque je crois principalement espagnole, puisque au niveau du langage je dirais dans la notice c'est anglais-espagnol. Puis de toute façon mon contact ça venait d'Espagne. Donc ils ont pas mal vendu en Espagne. Bah, elle a été présentée aussi sur d'autres chaînes YouTube, hein, donc à mon avis je ne serai pas le premier à vous la présenter, vous avez peut-être déjà vu des vidéos sur le sujet. Bref, donc on va faire l'installation, le test, et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors chose que j'ai oublié de dire ici, il vous donne un gabarit de perçage, donc c'est une feuille qui a la forme exacte avec les trous, les emplacements de fixation. Donc moi je l'ai déjà utilisé là pour faire ma préparation et pour pouvoir faire l'installation de la borne, la fixer au mur. Donc je la fixe au mur et on passe à la suite. Alors voilà, la borne est raccordée, prêt à allumer au niveau du disjoncteur. Donc j'ai fait les raccordements électriques, donc vous voyez, hein, il n'y a pas grand chose, hein, terre, neutre, phase. Et il vous donne une plaque ici pour justement fermer complètement. Comme ça c'est inaccessible, hein, on va dire entre guillemets, au niveau de la partie carte mère ici et au niveau du branchement. Normalement ici vous avez vos protections, hein, comme je le disais, vous pouvez mettre justement un différentiel, un disjoncteur, éventuellement je dirais un compteur ou autre chose ici, hein, il y a assez de place pour mettre à peu près 3 éléments. Donc moi comme c'est directement là-bas au niveau de mon tableau électrique, j'ai pas besoin de venir les installer ici à l'intérieur. Donc on va mettre sous tension et on va voir un petit peu comment ça se... Enfin déjà on va remettre cette plaque et on va voir comment ça se présente ici au niveau de l'affichage. Donc voilà, j'ai mis la petite plaque, comme ça tout est bien protégé. Bon, enfin, évidemment, là il y a un trou puisqu'il n'y a pas de disjoncteur ou quoi que ce soit installé. Mais voilà, donc la petite plaque au moins avec le petit logo attention danger est installée. J'ai oublié d'ailleurs de mettre une vis, je vais la mettre après. Alors, on a le petit affichage LCD qui vient de démarrer et on a le logo V2C qui a clignoté également. Donc là on est en espagnol, donc il va falloir voir si on peut passer ça en français bien évidemment. Donc une fois que vous avez téléchargé l'application V2C, donc vous l'ouvrez, il faudra vous créer un compte ou alors vous connecter directement avec vos identifiants Google ou Apple. Donc moi je vais le faire directement avec Google, comme ça sera plus rapide. Ensuite on vous demande d'autoriser le Bluetooth, donc vous faites oui, et ici on va faire le petit plus à droite pour ajouter justement une borne. Donc là on peut prendre en photo le numéro de série, donc en fait vous avez un QR code qui est ici, donc il suffit de le flasher et ça devrait l'ajouter automatiquement. Ensuite, donc vous voyez ici qu'il y a le numéro qui apparaît, CCV3QM. Ensuite je rajoute un nom, donc je vais l'appeler borne V2C. J'ajoute, donc là elle est ajoutée à l'application. Maintenant il faut la connecter. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc je pense qu'il faut ici réinitialiser, recharger. Voilà, donc là on y a accès en Bluetooth. Donc là je suis connecté en Bluetooth à la borne. Ensuite vous appuyez sur la petite roue dentée en haut à droite et on va la connecter en Wi-Fi. Comme ça il n'y aura pas de problème de déconnexion. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc langue, on va déjà tout de suite changer et passer en français. On accepte, on sauvegarde. Et là on voit que c'est passé directement en français, en attente EV. Hein. Intensité là, elle est réglée actuellement sur 6 ampères. Donc je reviens en arrière, configuration Wi-Fi, donc c'était tout en bas, pas compliqué. Il suffit de sélectionner votre Wi-Fi, il devrait apparaître parmi la liste. Hein. Donc là, moi j'ai choisi le mien. Voilà, donc vous pouvez même ajouter l'option IP statique. Donc là je fais commencer. Voilà, donc ça a été directement connecté. Ici on voit que c'est écrit réinitialisation. Donc là je retourne à l'écran d'accueil. J'attends que la réinitialisation se termine. On voit que ça clignote un petit peu ici. Hein. On s'en rend peut-être pas compte à la caméra. Voilà, rechargez votre en attente. Voilà, donc là, elle est connectée au Wi-Fi normalement. Donc ici, ça clignote légèrement au niveau
je dirais, du logo, alors que tout à l'heure ça ne le faisait pas. C'est étonnant, peut-être que c'est parce que maintenant elle est connectée en Wi-Fi. Et maintenant on la voit bien apparaître en tant que connectée en Bluetooth et en Wi-Fi. Le logo Wi-Fi n'est plus, je dirais, coupé, enfin n'est plus barré. Donc là on a vraiment la certitude que la borne est bien connectée en Wi-Fi. Donc ensuite on va ajouter un coût pour pouvoir faire les calculs. Parce qu'il peut, en fonction du coût de la recharge, vous dire combien vous a coûté votre recharge. Donc ça, c'est plutôt pratique. Donc on va voir un petit peu où ça se passe. Donc je pense que c'est ici, dans les paramètres. Modifier le tarif énergétique. Voilà, ici. Donc, indiquer le type de tarif s'appliquant à votre borne de recharge. Donc nous, c'est un tarif fixe, mais si vous avez des tarifs variables, vous pouvez aussi le faire. Donc si vous rechargez en journée, ou comme moi par exemple, avec par exemple le solaire, mais à la fois en même temps de l'hybride, comme ça permet de calculer les deux, mais aussi par exemple que les heures creuses. Par contre, ce qui est embêtant, c'est qu'il faut faire heure par heure, et voilà, donc vous en avez pas mal à faire. Alors, finalement, on va faire un tarif fixe, parce que ça sera beaucoup plus facile. Par la suite, on va mettre une moyenne à 13 centimes, et on sauvegarde. Voilà, donc là, comme ça, il sait exactement combien ça va nous coûter. Alors vous voyez ici, vous avez pas mal de configurations possibles. Ici, je vois lumière, on va pouvoir changer, donc complètement éteindre. Donc là, il n'y a plus du tout de rétroéclairage, même si on voit encore l'affichage. Là, si je réappuie, ça se réallume. On peut renommer la borne, évidemment. Contrôle dynamique, donc nous, on va l'activer. Vous devez uniquement configurer ce paramètre si l'appareil dispose d'un contrôle dynamique de puissance. Donc nous, on peut le faire. On peut utiliser le petit boîtier qui était donné avec. Donc vous savez, le petit boîtier noir avec la pince ampère métrique. Donc le petit boîtier comme ceci avec la pince ampère métrique. Mais nous, comme on a déjà un Shelly EM, j'avais déjà présenté dans mes anciennes vidéos d'autres bornes, comme par exemple l'Electrico ou encore mes appareils Shelly EM pour mesurer la production ou la consommation de ma maison. On va se baser sur ces Shelly EM pour pouvoir gérer à la fois le surplus solaire, mais en même temps gérer justement le contrôle dynamique de puissance qui va pouvoir permettre de faire du délestage. Donc ça va être très pratique. Surtout quand on n'a pas une grosse installation, une grosse puissance souscrite auprès de votre fournisseur d'électricité. Moi, c'est mon cas, je suis qu'à 9 kVA, je ne peux pas aller plus, je ne peux pas monter à 12 et parfois 9, c'est pas suffisant. Donc, on va faire cela. Donc, type d'appareil, donc c'est un compteur. Le compteur, c'est un Shelly. J'accepte. Alors par contre, il faut trouver l'adresse IP de votre Shelly. Donc c'est une IP statique. Il faut que j'aille la récupérer. Ici au niveau schéma, sélectionner le schéma d'installation. Donc c'est soit vous êtes en normal, soit vous êtes au Portugal. Alors pourquoi, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Donc nous, on va le laisser en normal. On est en monophasé. Et on fait sauvegarder. Donc lors de la modification du contrôle dynamique, le e-chargeur redémarrera. Donc la box en fait, pour enregistrer correctement les données. Donc voilà, là j'ai enregistré mon adresse IP de ma pince ampère métrique Shelly qui mesure toute la consommation de ma maison. Monophasé, installation normale et je sauvegarde. Donc là j'accepte, la borne va redémarrer. Donc voilà, réinitialisation. Donc là je vais retourner à l'écran d'accueil. On va attendre que ça se réinitialise et normalement ça devrait prendre en compte la consommation de la maison via cette pince ampère métrique. Donc la borne a redémarré, on voit la version. On regardera après aussi si on a une mise à jour également. Voilà, donc là on voit aussi le réseau, la consommation de la maison. Donc là on voit qu'on est à 0 kW vous voyez, on est même dans le négatif de temps en temps, il y a même un petit peu d'injection. Donc ça c'est pas mal parce que vous voyez en temps réel ici sur ce petit écran. Donc en fait, les bornes qui ne sont pas munies d'écran, on pourrait se dire que c'est facultatif, c'est pas forcément indispensable vu qu'on a un smartphone, etc. Mais là, rien qu'au coup d'œil, on sait si justement on est en surplus solaire grâce à justement cette petite pince ampère métrique. Mais vous avez vu que c'est pas spécifique que à Shelly. Vous avez également d'autres pinces compatibles ou si vous avez même des onduleurs, les onduleurs type gros watt, etc. La plupart sont compatibles également avec justement cette borne de recharge V2C Trident. Donc ça c'est vraiment cool d'avoir rendu ça compatible avec énormément d'installations possibles. Donc si vous avez une grosse installation photovoltaïque avec un onduleur central, en fonction de la marque, il faudra regarder toute la liste des marques compatibles, mais on en a vu qu'il y en avait pas mal. Vous pourrez le coupler à cette borne et ça va communiquer avec. Donc ça c'est vraiment pas mal. On peut même établir un système de paiement, donc ça c'est pas mal. Je ne sais pas encore exactement comment ça fonctionne.
Mais là, pour le coup, cette borne est potentiellement accessible, je dirais, pour mettre à l'extérieur et faire éventuellement mettre à disposition et faire payer. Donc ça, c'est assez intéressant hein, de laisser ça, je dirais, à des propriétaires, hein, à des, je dirais, des non-professionnels. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Vous avez vu, hein, il y a énormément de possibilités. Donc là, vous voyez, actualiser le firmware en bas, qui est apparu, qui n'y était pas tout à l'heure. Donc je pense qu'il y a une mise à jour nécessaire. Donc on va l'accepter. Donc vous voyez, mise à jour, please wait. Donc là, il dit que le e-charger, hein, donc la borne, est actuellement en train de se mettre à jour avec la dernière version. Donc on va retourner au menu principal et on va attendre que la mise à jour se termine. Donc là, on voit que le logo est passé en violet. Donc vous voyez, il y a des codes couleurs également hein, qui vous permettent de voir un petit peu tout ça. Mais là, on voit la progression du téléchargement. Donc vraiment, le petit affichage est vraiment pas mal, très intéressant de l'avoir, hein, même s'il n'est pas géant, il donne quand même pas mal d'informations très intéressantes. Donc là, on voit que la mise à jour est donc terminée, et de nouveau sur l'affichage principal, avec attente VE, enfin EV, et réseau, là, on voit toujours la consommation. Bah, moi, avec le routeur solaire, forcément, on est toujours dans le négatif ou proche, hein, 0 kW. D'ailleurs, je vais couper le routeur solaire pour voir un petit peu si on arrive bien à du négatif. Donc ça veut dire que la pince mesure vraiment bien et que l'information est bien renvoyée à la borne. Donc vous voyez, il y a 500 watts qui est en train d'être injecté, je dirais, dans le réseau, hein, qui est perdu, parce qu'on voit qu'il mesure en négatif. Hein, donc ça, la prise ampère-métrique chez Li est bien prise en compte. Alors il y a des petites variations par contre, mais globalement, c'est respecté. Donc c'est plutôt pas mal. Ici dans l'application, on voit également je dirais la production. Donc là, on voit qu'on est en négatif. Mais normalement, il devrait y avoir aussi la production solaire. Alors pour ajouter la production solaire, il faut que je regarde exactement comment ça fonctionne. Bon, finalement, pour l'installation photovoltaïque, il suffisait de cocher dans installation au niveau du contrôle dynamique de puissance. Il y avait une petite case à cocher, je ne l'ai pas vu tout au début. Donc je vais faire sauvegarder. Donc ça là, c'est pareil, ça va redémarrer la borne. Donc maintenant, j'ai activé je dirais le photovoltaïque. On va créer des profils de charge. Donc les profils de charge, donc là, une fois qu'on a configuré le photovoltaïque, hein, il faut créer des configurations pour lui dire en journée, je veux que tu privilégies le solaire, ou alors je veux que tu privilégies l'hybridation, c'est-à-dire solaire plus, je dirais, de l'électricité d'EDF, etc., etc. Donc ici, pour la semaine, alors je vais faire une semaine complète en full photovoltaïque et vous allez voir qu'on peut en faire différents. Une fois qu'ils sont configurés, il y a juste à les choisir en fonction si vous voulez cette semaine-là être plutôt que en photovoltaïque ou alors que, je dirais, en full électrique, hein, parce que vous avez besoin de la recharger en journée si vous n'avez pas le temps d'attendre la nuit, par exemple. Hein. Donc on va mettre ici profil complet minuit à minuit, hein, en gros. Donc nous, ce sera PV exclusif, on va faire un profil comme cela. Donc il faudra minimum 1,5 kWh de surplus solaire, hein, bien évidemment, sinon ça ne fonctionnera pas. Vous pouvez mettre un petit écart de puissance, hein, donc c'est-à-dire c'est lui donner une marge d'erreur. C'est-à-dire que s'il mesure encore 200 watts de consommation, c'est pas pour autant qu'il va s'arrêter. Sinon vous allez de nouveau à moins 1500, moins 1600, puis il va redémarrer, puis s'arrêter, redémarrer, s'arrêter. Dans le but, c'est qu'il soit, qu'on lui donne une petite marge de manœuvre, hein, comme ça il n'y a pas d'arrêt intempestif. Donc là, ici, on va se mettre à... On va mettre 300 watts, ça me paraît très bien. Hop. Et on peut mettre dans le négatif, hein, aussi dans l'autre sens. Ouais, alors je comprends pas trop l'effet du négatif. Des valeurs positives permettront une consommation secteur du chiffre sélectionné en watts. Donc c'est bien ce qui me semble. Hein. Et des négatives, ça forcera le surplus des 10 watts. Ok, bon, on va plutôt mettre dans le sens inverse. Voilà, là je sauvegarde, donc il me dit qu'il faut faire également pour le week-end. On va faire la même chose. PV exclusif et sauvegarder. Donc là on peut lui mettre un nom, donc je vais l'appeler 100% solaire. Je sauvegarde et après on va en faire un autre. Ah, il s'est produit une erreur, on va recommencer. Je me demande si les caractères spéciaux ça n'aime pas trop. Ouais, je pense que ça n'aime pas trop. Donc je vais juste l'appeler solaire. Exactement, voilà. Et après, on peut en faire une nouvelle. Donc, vous pouvez en faire une nouvelle où là, cette fois, vous dites que vous êtes, par exemple, en full, je dirais full réseau. Alors, forcément, si vous avez du photovoltaïque, ce sera réseau plus photovoltaïque, hein, évidemment. Donc, je sauvegarde.
Donc la puissance demandée, donc là ce qui est étonnant c'est qu'on ne monte pas plus que 10. Moi je vais mettre 32, hein, je veux le maximum. Je sauvegarde. Et ensuite je fais pareil pour la semaine. Et je l'appelle Enedis. Voilà, EDF, pardon. Voilà, et après vous n'avez plus qu'à choisir le profil que vous voulez directement ici. Donc là si je fais EDF, je fais sauvegarder. Ça fonctionne, solaire, je sauvegarde, ça fonctionne. Et quand on revient, du coup, hop, ici au niveau de la borne, on a nos profils ici en dessous et vous pouvez choisir directement. Donc là, ici vous avez un tableau résumé en heures, en puissance, en euros. Donc c'est plutôt pas mal. On va faire un petit test après, on va aller brancher la voiture pour voir un petit peu ce que ça donne. Là on peut voir par exemple, si j'agrandis, qu'on a un petit peu de soleil, hein, vous voyez. Là on perd 300 watts qui vont dans le réseau et le reste va dans la maison. Parce que j'ai suffisamment de production solaire pour alimenter toute la maison. Et un petit peu trop, parce que j'ai coupé le routeur solaire du ballon d'eau chaude. Donc du coup là c'est perdu, mais c'est pour vous montrer hein, justement que la borne arrive bien à lire ma pince ampérimétrique chez lui. Donc maintenant on va faire un test de charge et on va voir comment ça se comporte. Donc là on est sur le mode 100% solaire. Donc techniquement si je branche la voiture, comme il n'y a pas assez de surplus, ça ne devrait pas déclencher. Là je vais brancher. Et on va voir comment ça se comporte là-bas au niveau de la borne. C'est passé au vert. J'ai entendu un petit clic. Ça veut dire que la charge a démarré, mais normalement ça ne devrait pas pourtant. Donc on va regarder sur le téléphone ce que ça donne. Donc là j'ai entendu un clac au niveau du EV. Et je pense que la charge vient de s'arrêter. Oui, exactement. Donc ça avait démarré, puis ça s'est arrêté parce que justement, ça a mesuré qu'il n'y avait pas assez de surplus solaire. Donc ça fonctionne. Donc il y a un petit délai, quelques secondes. Hein, ça avait quand même démarré. J'ai eu peur, j'ai dit mince, ça ne fonctionne pas. Si, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Donc comme il n'y a pas assez de solaire, effectivement, ça s'est arrêté, ça s'est mis en pause. Donc on va le basculer. On va changer de profil directement ici. On va basculer sur EDF, je sauvegarde. Et on va voir si ça bascule automatiquement ou non. Oui, je viens d'entendre la voiture claquer. Là, ça vient de passer au vert. Clic. C'est parti. Et ici, on va voir justement, à mon avis, la puissance délivrée. Donc là, pour l'instant, je suis à 1300, 1500. Voilà, ça augmente tout doucement. Donc là, on a le temps de chargement qui apparaît. Donc là, on voit que ça fait 2 minutes que le véhicule est branché. Par contre, je reste bridé à 1500 watts. C'est étonnant. Normalement, je devrais monter à... Ah, ça augmente tout doucement, 1700. Ça met un petit peu de temps, en fait. Donc là, on voit EV, 1,8 kWh, 2 kW. Ça augmente tout doucement. Donc on voit qu'il me prend 1,7 kW d'Enedis et en tout 2 kW parce qu'il y a du surplus solaire. Et donc en fait, vous voyez qu'il y a une petite différence, ce qui est logique, hein, puisqu'il prend à la fois mon solaire, donc il arrive à mesurer et faire voilà, la soustraction de ce qu'il doit prendre d'Enedis et de ce qui est pris par le solaire. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est une donnée intéressante. Donc là, on voit par exemple qu'il n'y a plus que 200 watts de surplus solaire, puisque le véhicule prend 2,2 et Enedis prend 2,1, enfin 2,1, ça change un petit peu, voilà, 2,4. Alors la montée en puissance est très progressive, c'est étonnant. Je pensais que ça monterait beaucoup plus d'un coup. Hein. Là pour l'instant on a 2,4 kWh, ce qui n'est pas énorme. Normalement on devrait être à 7 kW de puissance, à moins que le véhicule est chargé sur véhicule lent. Je vais vérifier ça si ça vient de la borne ou de la voiture. Bon là on est monté, on monte à 4 kW. Donc ça monte tout doucement en fait. Bon, je ne sais pas s'il y a une explication particulière à ça. Est-ce que c'est parce qu'en même temps il mesure le solaire et donc du coup il met un petit peu plus de temps à monter en puissance pour essayer d'équilibrer quand il peut? Bon, ça m'étonnerait quand même, hein, mais bon voilà. Donc là on voit que ça monte progressivement, 4,4. On s'approche bientôt des 7 kWh, on va attendre que ça monte. Mais bon, on est déjà à 6 minutes hein, de branchement. Alors pas tout à fait 6 minutes de charge parce qu'il s'est passé à peu près 2-3 minutes quand je vous ai montré un petit peu le début avec les tests du surplus solaire uniquement. Mais voilà, en plus je vois que des fois ça baisse, mais bon, je pense que c'est qu'un bug d'affichage parce qu'au niveau de l'application ça ne bouge pas, ça fait que monter pour l'instant. Donc là on est à 4,6. Et si on regarde sur l'application, vous voyez, donc je ne suis pas certain que ça soit rafraîchi en temps réel. Donc là on est à 4,1 du réseau et 4,3 dans le VE, mais en fait on est au niveau de la borne, là on est bientôt même à 5.
4,8. Je pense que le rafraîchissement n'est pas instantané, il faut peut-être quitter, voilà, et revenir. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça met un peu de mal à se mettre à jour ici au niveau des informations, mais bon, c'est pas très grave, donc vous avez juste à revenir, il n'y a même pas besoin de quitter l'application, vous revenez comme ça, et hop, ça se met à jour. Donc là, on frôle les 5 kW, donc on se rapproche de la puissance max, hein, qui est de 7 kW pour cette borne. Il existe aussi une version 22 kg en triphasé, donc ça c'est cool. Donc si vous êtes équipé du triphasé avec une voiture qui peut aller jusqu'à 11 ou 22 kW, ça peut être hyper intéressant pour recharger beaucoup plus vite. Mais voilà, donc là on voit le logo qui clignote en bleu. Ici, on a voilà, les petits rappels. Donc les boutons finalement n'ont pas d'utilité sur le côté. Alors c'est peut-être lié pour d'autres fonctionnalités que je ne possède pas, ou alors peut-être pour la configuration du petit module qu'on a vu tout à l'heure qui était livré avec. Bon, moi je m'en suis pas servi vu que j'ai du Shelly EM à la maison, c'est pas utile. Donc je vous reprends après pour vous dire à bout de combien de minutes il nous faut pour monter à 7 kW. Donc ici je m'étais trompé, souvenez-vous, quand j'avais dit je comprenais pas pourquoi c'était écrit 32 en puissance en kilo, mais c'est en kilowatts, c'est pas en ampères, je me suis trompé. Donc nous on va mettre 7,4 kW, même si 32 ampères, si c'est ça, 7,4 kW. Donc comme ça, bah, la puissance maximale, ça prendra la puissance maximale qui est en fait 32 ampères. Là, on est arrivé à 10 minutes, on plafonne depuis tout à l'heure, hein, quand on y était 10 minutes de connexion, à 7,1 kW de puissance. Donc on atteint bien à peu près les 32 ampères hein, que la voiture peut prendre en monophasé ici sur cette borne. Voilà, mais ici dans l'application on retrouve les mêmes informations. Donc on voit ici 7 kW pris par le réseau. La voiture prend un petit peu plus parce qu'il y a du soleil. Donc forcément, il y a la soustraction du surplus solaire avec le reste du réseau électrique. Et au niveau des profils, tout à l'heure, j'ai fait également une petite erreur. Hein. Si vous voulez ajouter voilà, un profil ici, heure de début, heure de fin, vous avez aussi le mode hybride hein, qu'on appelle aussi généralement chez d'autres marques le PV plus puissance minimale. Donc ça veut dire que même si vous n'avez pas suffisamment de surplus solaire et que vous activez cette option, bah, la charge démarrera avec la puissance maximale qui est de normalement 1,5 kW. Le reste sera pris avec du photovoltaïque si vous en avez. Donc c'est-à-dire que si vous êtes à zéro production solaire, ça tirera que 1500 watts. Et si par contre vous avez je sais pas, 2000 watts d'un coup de solaire, et bien ça prendra les 2000 watts de solaire. Et si vous descendez en dessous des 1500, ça ne s'arrêtera pas, ça prendra toujours minimum 1500 du réseau. Ou on va dire ce qui manque pour atteindre les 1500 du réseau. Si vous avez que 500 watts de solaire, et bien il prendra 500 watts de solaire plus 1000 watts du réseau, ça vous fera vos 1500 watts minimum. Mais après, si votre solaire augmente, ça prendra plus que le minimum, hein, évidemment. Si vous êtes à 3000 watts de production solaire, bah là, ça montera à 3000 watts. Donc ça, celui-là est aussi pas mal. Hein, c'est une sorte, voilà, on peut l'appeler hybride, par exemple. Et c'est pareil, vous pouvez déterminer une puissance en kilowatts maximum que vous voulez consacrer à cette recharge également. Donc 7, là, on peut mettre justement le 7,4. On va le tester, tiens, d'ailleurs. Hop. Donc je fais ajouter et on va l'activer, comme ça on va voir s'il baisse la puissance. Parce qu'aujourd'hui, comme je n'ai pas beaucoup de solaire, on verra justement s'il prendra ce qu'il a besoin uniquement. Je sauvegarde, je lui mets un nom, je vais l'appeler hybride. Voilà, et je passe sur l'hybride et je fais sauvegarder. Et on va voir si ici il bascule. S'il va baisser la puissance ou non. Ouais, on voit 6,9. Ah non, c'est peut-être si ça y est, ça commence à baisser doucement. Donc ça fonctionne, hein, vous voyez. Donc l'envoi après de l'information à la borne prend peut-être un petit peu de temps. Hein. Et je vois que ça baisse là, 6,6. Donc c'est pas immédiat hein, quand même, mine de rien. Donc là par exemple, on peut voir qu'au bout de 15 minutes de charge, je suis déjà à 16 centimes. Et j'ai déjà injecté 1,24 kWh. Donc je vais arrêter la charge et la relancer, puisque là c'est un petit peu long à descendre en puissance. Comme ça on verra comment ça démarre. Là, j'appuie sur le petit logo pause que vous voyez ici et il me demande si je veux suspendre. Donc, je vais faire accepter. Hop, là, c'était instantané et on est passé en jaune et on voit qu'on est sur pause. J'ai entendu la voiture se déverrouiller. Donc, je vais aller voir ça. Donc là, on voit qu'on a toujours un petit peu de surplus solaire. On n'a vraiment pas beaucoup aujourd'hui. On va retourner dans l'application et on va regarder un petit peu, du coup, si notre session a été enregistrée. Donc, je vais dans la borne. Voilà. Donc statistique, je vois que ça vient de se mettre à jour, donc 17 minutes de charge, 17 centimes d'euros, 1,29 kW
injecté et l'équivalent de 0,4 kg de CO2 d'économiser, hein, puisqu'il y avait un petit peu de solaire dedans. Ça me paraît un peu beaucoup, mais bon, pourquoi pas. Donc là, on voit un petit peu hein, les stats en euros. Et ici, toutes les sessions. Alors c'est étonnant, c'est qu'il y a compté 2 sessions ici. Il n'est pas 7 heures, hein. Elle n'était pas branchée. Mais 5 avril, ou alors elle a peut-être été testée avant de me l'envoyer. Je ne sais pas si on pourra les éditer ou les récupérer ou aller voir le détail. Non, non, c'est juste un résumé. Donc voilà de ce côté. Donc maintenant qu'on a mis notre profil de charge hybride, on va voir s'il nous prend bien les 1500 watts uniquement, plus bah là actuellement on va dire 200 watts de surplus solaire. Ça fait clic, et là-bas, normalement on ne devrait pas monter plus haut que 1500 watts. Là on voit déjà qu'on est déjà à 1,3, ça va très vite là, au niveau de l'application. Ici, si je déploie le petit schéma, qui est sympathique que je trouve. Donc on voit 1,3 kW qui vont dans la voiture, 1,2 qui sont pris d'EDF, et bah, forcément tout le solaire hein, également qui va être consommé. Donc normalement on devrait être à 1,5, ça reste à 1,3 pour l'instant. Est-ce que ça va mettre autant de temps? Bon, après 3 minutes, on est toujours à 1,3 kW injecté dans la voiture. Bon, il y a une petite variation hein, quand on met 1500. Enfin, normalement c'est censé être 1500 de surplus minimum, ou 1500 minimum pour la voiture, et après tout ce qui est au-dessus, ça sera pris et ça augmentera en puissance si vous avez beaucoup de surplus solaire. Bon, là en tout cas, on voit que ça ne monte pas plus haut que ce qui est le minimum pour la voiture. Alors peut-être que c'est différent, le surplus a peut-être besoin de 1500 watts, mais que le minimum de la voiture peut prendre 1300 watts, là en l'occurrence sur la Fiat 500. Peut-être que c'est lié à ça et c'est pour ça qu'on ne monte pas plus que 1500. Bref, en tout cas, le mode ici fonctionne parfaitement. Donc on a testé les 3 modes, le mode full puissance, le mode hybride, le mode uniquement photovoltaïque. Bah voilà, hein, c'est parfait, ça fonctionne impeccablement bien. Donc maintenant, il faudra voir quand il y aura assez de surplus, si ça déclenche par elle-même. Donc ça, j'essaierai de voir ce week-end, parce qu'ils ont prévu du beau temps, donc je vais pouvoir vous filmer ce petit passage. Je vous montrerai un petit peu comment ça se comporte, mais normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Alors ça y est, aujourd'hui, il y a du soleil, je vais pouvoir vous montrer le routage solaire de la borne V2C. Alors actuellement, le Cumulus prend tout le solaire et j'ai même un peu d'injection. J'ai tout coupé chez moi, les batteries, etc. pour que vous voyez bien. Donc là, j'ai que moins 500 watts, 1600 qui vont dans le ballon. Donc ça me fera plus de 2000 watts de surplus solaire. Donc je vais couper le ballon d'eau chaude hein, pour que tout aille dans la maison. Comme ça, la borne va détecter un gros surplus de solaire et elle fera le nécessaire pour tout injecter dans la voiture. Donc j'ai branché la Tesla. On va faire le test. Allez, c'est parti. Je vais couper. On va garder le téléphone dans les mains pour vous montrer tout ça. Hop, je coupe. On retourne vite à la borne. On va voir ce que ça donne ici. Donc la borne voit quoi? Elle voit 1600. Alors FV, c'est photovoltaïque en fait. Hein. Voilà, réseau. Là, elle est en train de nous dire qu'on est à moins 600. Mais normalement, on est à bien plus. Ah, il y a un nuage. J'ai pas de bol. Ah, j'ai entendu un petit clac. Ça veut dire que ça y est. Au niveau de la borne, ça vient de démarrer. Voilà, vous voyez, on voit le compteur comme quoi ça a démarré. On injecte 1600 watts dans 1800 watts dans la voiture. Vous voyez, ça gère bien le surplus, il n'y a pas de problème. Et ici, au niveau de la consommation de la maison, on a 350 watts. Donc rappelez-vous, j'avais mis en 300 watts, je crois, au niveau du réglage du surplus autorisé. Et voilà, dès que le surplus solaire va augmenter, ça va continuer à injecter. Donc là, dans la voiture, on injecte combien? Ah, il a rebaissé un petit peu sa puissance. On est passé à 1004, 1005. Et pour autant, ça ne s'arrête pas, donc c'est pas mal. Alors, si la mise au point veut bien se faire, c'est pas évident. Je vais mettre ma main. Voilà. Si ça veut bien. 1400 watts, vous voyez, EV. 1005. Et on voit bien que ça prend T, hein, c'est la maison. Ça ne prend rien du tout pour la maison, on ne consomme rien du tout. Là, on injecte 1800 watts, vous voyez, ça fait des petites variations hein, en fonction des nuages aujourd'hui. Mais voilà, ça fonctionne parfaitement. Je vais quand même allumer un appareil énergivore pour que ça puisse se couper. Et on va voir ce que ça donne. Vite, je viens d'allumer. Est-ce que ça a coupé encore? Donc là, on voit 2000 watts. Alors, ça se coupe pas. Ça met un petit peu de temps. Ça devrait couper normalement. Hein.
Là, en tout cas, elle a baissé la puissance à 1400 watts. Je pense qu'on fera pas moins, hein, c'est le minimum, mais normalement, ça devrait se couper. On va voir au bout de combien de secondes. Bon. Ah, ça y est. Donc, ça a mis une petite minute quand même. Voilà, le réseau, on voit que je consomme 2000 watts. Hein. Donc, ça va baisser puisque là, forcément, le surplus n'est plus injecté dans la voiture, mais dans la maison. Et comme j'ai allumé le four qui consomme à peu près 2000 watts, ça devrait baisser. Là, je vois au niveau de la consommation de la maison, je suis à 520 watts. Voilà, 400 watts. Voilà, regardez, ça vient de basculer ici. 500 watts. Donc ça fonctionne parfaitement, il y a une petite latence, et ce qui est pas plus mal, je trouve. Alors c'est pas mal, hein, parce qu'il y a une petite latence, comme ça évite que ça coupe, ça démarre, ça coupe, ça démarre. Alors vous allez tirer un petit peu sur le réseau, forcément, mais moi je pense que pour la santé de la borne et de la voiture électrique, c'est plutôt pas mal. Alors, dernier test que je peux faire là, ici, c'est le délestage. On ne l'a pas encore testé, effectivement. Donc là, j'ai lancé la voiture à pleine puissance. Donc ça va être à 7,2 kW. Alors, c'est toujours pareil, hein, ça met un petit peu de temps à monter. Je ne sais pas pourquoi, il faut que je pose la question. Hein. Si j'ai la réponse, je la mettrai dans la zone de commentaires, en commentaire épinglé. Comme ça, je verrai un petit peu pourquoi voilà, ça monte progressivement comme ça en puissance. Il y a peut-être une raison technique, hein. Bref, donc là, je vais attendre que ça monte à 7, au maximum, hein, ça va être autour des 7,1,2 kW, ce qu'on a constaté tout à l'heure. Et je vais aller allumer le four qui, lui, consomme plus de 2000 watts. Donc on va dépasser les 7, on sera à 9 kW. Et dans l'application, j'ai réglé la limite à 8 kW. Donc ici, je vais vous montrer, vous allez voir. Regardez ici, donc puissance contractée. 8, donc là c'était bien en kilowatts et pas en ampères comme j'avais dit tout à l'heure, hein, grosse bêtise, excusez-moi. Donc on va voir si une fois que ça dépasse les 8, ça baisse à, on va dire au maximum, c'est-à-dire 7,4 ou moins si nécessaire. Hein. Mais en tout cas, normalement, c'est censé prendre en compte ce délestage. Alors on peut voir que ça charge. Alors, on voit que c'est monté beaucoup plus vite que tout à l'heure, hein. Là on est à 5 kW, ça monte encore. On va attendre les 7. Ça prend un peu de temps. Au passage, j'ai retiré le film de protection. C'est quand même plus propre comme ça. Je vous montre. Voilà. Bon, c'est un effet assez brillant, hein, par contre. Très miroir. Donc, je vous laisse la caméra ici. Hop, on va zoomer sur le compteur. Bon, ça y est, on a atteint les 7,1 kW. D'ailleurs, on voit que la production solaire augmente un petit peu parce qu'on a 6,7 qui est pris uniquement d'EDF. Le reste, c'est les panneaux photovoltaïques. Je vais allumer le four et on va voir si ça va baisser au niveau de la puissance. Donc là, on a 8,8. Je le suis directement avec ma pince Shelly. Alors, est-ce qu'il a baissé la puissance? Pour l'instant, non. On est toujours à 7,1 kW injecté dans la voiture. Le délestage prend peut-être un petit peu de temps, mais pour moi, c'est censé être quasiment instantané. Là, vous voyez, hein, ici, le T, c'est vraiment ce qui est mesuré par la pince Shelly EM. Donc là, on est à 8,9 kW. Normalement, on est censé baisser un petit peu. Hein, il est censé faire le délestage. Donc là, on voit que ça baisse un tout petit peu, 6,9. Mais bon, ça devrait baisser plus que ça. Hein. 6,8, ça baisse doucement. Est-ce que c'est toujours lié à ça ou non? Parce que voilà, ici on est encore à 8,6. Donc j'avais mis hein, une limite à 8 dans l'application. 6,6, voilà, ça fonctionne. Donc il y a un petit peu de temps. Alors sachez que le délestage d'une maison, de toute façon, vous avez droit à un seuil hein, de dépassement. Donc c'est-à-dire que quand vous dépassez la puissance maximale de votre maison autorisée hein, par EDF, par exemple si vous avez un contrat comme moi à 9 kVA, ça équivaut à peu près à 10 kW, donc 10 000 watts pour être précis, plus ou moins. Donc forcément quand vous le dépassez, c'est pas instantané, ça ne coupe pas volontairement au millième de seconde parce que vous dépassez un tout petit peu. Ça laisse une petite marge de sécurité, donc je pense que pendant plusieurs minutes, ça va compenser en fait, hein, et puis après si ça perdure, là vous avez une coupure d'électricité. Là, vous avez une disjonction. Là, on a vu que justement, ça a quand même bien baissé. Hein, on est à 6,2. Vous voyez, c'est pas instantané. Ça a mis quelques secondes à réagir et à baisser. Donc là, on est encore à 8,1.
Normalement, on devrait être à 8, ça va baisser. Là, je vois sur ma pince Shelly, on est passé à 7,8 sur le téléphone. Ici, regardez, consommation maison, 7800 watts. Là, bah voilà, 7,8, ça vient de se mettre à jour. Donc, c'est pas instantané, mais ça fonctionne quand même sans problème. Je vais aller couper le four, on va voir si ça remonte instantanément. Alors, je pense pas, ça va monter progressivement, hein, je pense. Boum, on redescend à 5600 watts au niveau de la consommation de la maison. Logique, je viens de couper le four et là on est à 5,9 et ça devrait réaugmenter progressivement. Donc là il était à peu près 27 minutes et 30 secondes. Voilà, là, ça fait 10 secondes, on remonte à 6,2, 6,5, voilà, ça remonte progressivement. 6,4, voilà. Donc vous avez vu, le délestage fonctionne parfaitement, ça prend un petit peu de temps, mais ça fonctionne et en plus vous pouvez le déterminer. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc vous avez vu, la V2C Trident est vraiment une très bonne borne de recharge. En plus le tarif est assez, je dirais, compétitif, ou du moins on va dire dans la gamme de prix que l'on peut retrouver chez la concurrence, hein. Donc faudra aller voir en description, mais ça tourne autour des 800-850 euros. Ça va dépendre après un petit peu des options que vous allez prendre en plus, si vous avez besoin d'un Shelly EM, etc. D'ailleurs je vous le conseille parce que le Shelly EM c'est quand même pratique et ça pourra vous servir aussi par la suite pour d'autres choses, pour mesurer votre production photovoltaïque, votre consommation de la maison. Si vous êtes un petit peu, vous aimez bien un peu l'informatique, etc., la domotique, vous pourrez l'intégrer dans Home Assistant. Bref, c'est vraiment pas mal. Moi, comme j'en avais déjà, ça a été très vite. J'ai mis mon adresse IP, ça a fonctionné tout de suite. Donc le design, bon, standard, hein, pas mal. Après, vous avez sur le côté ici un petit loquet pour pouvoir mettre directement le pistolet. Alors moi, il a un peu de mal à s'accrocher, il faut forcer un peu. Il faut forcer un petit peu aussi pour le retirer. Alors c'est peut-être parce que c'est neuf, c'est peut-être le temps que ça se travaille un petit peu, que le plastique travaille et ça se fasse. Mais voilà, vous avez quand même un emplacement de rangement pour la prise T2, donc ça c'est cool. L'affichage basique, hein, le petit écran bien pratique qui vous montre en temps réel la consommation de la maison et votre production solaire si vous en avez, ça c'est bien. Et ensuite le petit logo ici V2C qui s'allume et voilà, qui passe au vert quand la charge débute et après ça clignote en bleu quand voilà, ça se recharge pendant la session de recharge. Donc elle est vraiment pas mal, il y a plein de possibilités. Vous pouvez faire du verrouillage aussi également dans l'application, hein. Je vous laisserai aller voir un petit peu sur le site internet de V2C, tout est expliqué. L'installation hyper simple, la possibilité à l'intérieur de mettre justement des protections, hein, donc des disjoncteurs différentiels, etc. C'est vraiment bien, ça vous évite, si vous avez un tableau électrique qui est plein, où vous n'avez plus de place, de rajouter un petit tableau à côté, etc. Comme moi j'ai dû faire justement avec la borne Tesla et la borne Electrico. Là j'aurais vraiment aimé avoir cette borne avant parce que j'aurais pu tout mettre à l'intérieur et j'aurais été tranquille. Bon, le câble qui ici m'a été fourni ne fait que 5 mètres. J'aurais préféré un câble de 10 mètres, ça aurait été vraiment pratique pour moi avec mon garage. C'est un petit peu, voilà, c'est un peu tendu. J'ai pu la mettre ici, hein, au milieu du garage, donc du coup je peux quand même recharger maintenant les deux voitures, même si le port de charge de la Fiat 500 est de l'autre côté. Donc 5 mètres ça passe, mais voilà, le câble vous voyez est un petit peu tendu là. Mais bon, c'est pas très grave, puisque de toute façon j'arrive à la brancher et c'est le principal. La façade avant, noir, brillant comme ça risque de laisser des traces de doigts, des micro-rayures, etc. On verra dans le temps comment ça vieillit. Au niveau des points négatifs, ce que je pourrais lui reprocher, bon comme je le disais, le port T2 c'est bien, hein, pour pouvoir accrocher son connecteur, mais qui a un peu de mal. C'est un peu trop rigide, un peu trop dur à clipser et à déclipser. Le temps de monter en puissance, je ne comprends pas, comme je le disais, peut-être que j'ai la réponse et que ça sera en commentaire, hein, mais c'est très long à monter en puissance. Il a fallu quasiment 5 minutes pour arriver aux 7 kW qu'elle peut délivrer, hein, que la voiture peut accepter évidemment. Ouais, je n'ai pas trop d'explications, hein, parce que mes deux autres bornes que j'ai à la maison, le wall connector Tesla et la Electrico, quand je demande 7 kW, il faut même pas 10 secondes pour atteindre ces 7 kW. Mais voilà, son plus gros point positif quand même, c'est le fait qu'elle soit open, entre guillemets open source, et qu'elle peut être, je dirais, intégrée un petit peu dans tout ce que vous voulez. Ça fonctionnera également avec Amazon Alexa, certainement aussi Google Home Assistant, j'ai pas encore regardé mais il me semble que oui. Et le fait qu'elle puisse faire du délestage et de la gestion du photovoltaïque, c'est vraiment indispensable maintenant pour moi en 2024 qu'une borne de recharge pour voiture électrique ait cette fonctionnalité, puisque on va dans l'ère du temps du photovoltaïque, etc. Et généralement, ceux qui ont une voiture électrique
dans beaucoup de cas, s'intéressent beaucoup au photovoltaïque et passent le pas et justement aimerait avoir ce genre de borne pour pouvoir déclencher sa charge quand on a un peu de surplus solaire, etc. Et en plus, on peut peaufiner les choses puisqu'on peut l'intégrer dans Home Assistant. Donc moi, je l'ai rajouté. Si j'ai eu le temps de le faire, je vous montrerai une petite capture avec les petits boutons, etc. On peut la piloter du coup depuis Home Assistant. Donc on n'est même plus après obligé de passer par l'application et on peut faire des scénarios, c'est-à-dire que si on n'a que 500 watts de solaire, on peut lui demander quand même de déclencher. Ça éviterait par exemple de rester toujours en mode hybride parce qu'on n'a que 100 watts ou 200 watts, on va tirer 1500 forcément en tout, donc 1200, 1300 sur le réseau et le reste sur le photovoltaïque, mais peut-être qu'on n'a pas forcément envie que ça déclenche quand on a si peu de surplus, mais peut-être la moitié ou genre 700 watts. 700 watts, je prends encore 700 watts du réseau, voilà, je suis à 1400, 1500 watts, c'est nickel. Et bien avec Home Assistant, c'est possible. Alors pas nativement dans l'application de cette borne V2C Trident, c'est un petit peu dommage, ça serait bien qu'on puisse avoir ce genre de possibilité. Surtout qu'on a une pièce ampère-métrique qu'elle sait mesurer la consommation de la maison, donc elle sait mesurer le surplus solaire et on pourrait très bien y déterminer de passer en mode, on va dire entre guillemets hybride, comme moi j'aime bien l'appeler, ou quand on est à 700 watts de surplus solaire. C'est une petite fonctionnalité que j'aimerais bien qui arrive nativement dans la borne, directement dans l'application. Ça éviterait de devoir installer Home Assistant, etc. Parce que c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Et dernier point positif aussi, comme je l'ai montré en début de vidéo, c'est le cap T2 avec les obturateurs intégrés maintenant. Donc elle est normalement certifiée pour passer les normes NFC 1500, je crois, qui normalement nous interdit d'avoir des bornes de recharge avec des câbles attachés. Là, il n'y a pas de souci parce qu'il y a un obturateur au bout du câble T2. Et donc normalement, ça rentre en ligne de compte. Ça rentre dans les règles de sécurité. Donc pour moi, maintenant c'est fini, cette règle où on n'a plus le droit d'avoir une borne avec un câble attaché à partir du moment où le T2 a ses obturateurs. Voilà, en tout cas, si cette borne vous plaît, n'hésitez pas à aller voir en description, vous retrouverez tous les liens, etc. vers le site internet, vers les différentes configurations possibles de cette borne. Je vais essayer de voir pour vous avoir un code promo, c'est pas certain encore, je suis encore en train de négocier avec la marque. Je pense que normalement ça devrait le faire, mais voilà, je vous garantis rien, je préfère pas m'avancer, mais je vais tout faire pour. Voilà, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air comme d'habitude, à vous abonner, parce que c'est très important pour la chaîne, le référencement, vous connaissez. Activez la petite cloche, comme ça vous serez notifié des prochaines vidéos. Alors je rappelle quand même ici que j'ai fait l'installation moi-même, mais normalement il faut le faire par un professionnel certifié IRVE. Après, si vous voulez faire l'installation de la borne en elle-même sans faire le raccordement, c'est aussi possible, normalement. Vous achetez la borne, vous faites l'installation, vous préparez vos câbles, et après au niveau branchement électrique, au niveau de la maison, vous faites passer un professionnel électrique, certifié IRVE, il fera le reste du travail, et ça vous coûtera beaucoup moins cher. Allez, on se dit à très bientôt. Ciao tout le monde.